bienvenue à tous et puis merci de votre présence pour ce 9e Mondo proposé en collaboration avec les Ligues d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine. Alors, nous avons reçu depuis la semaine dernière plus de participation au sondage que nous avions fait. Bon, et il s'avère que le résultat reste le même avec une préférence pour le créneau que nous avons mis en place, un peu par hasard au départ, à savoir le vendredi de 18h à 19h. Bon, suite aux déclarations du gouvernement d'hier soir et la mise en place pour au moins 15 jours du couvre-feu généralisé à 18h, nous vous proposons de continuer non seulement sur cet horaire, mais également sur ce rythme hebdomadaire. Cette précision faite, passons maintenant au thème du jour et à la présentation de notre intervenant, Jean-Pierre Millon. Alors, Jean-Pierre Millon a d'abord été un brillant compétiteur dans les années 1980, en moins de 95 kg, période notamment marquée par un podium européen junior et une deuxième place au tournoi de Paris 84. Il s'est ensuite engagé dans une carrière riche au service du judo ainsi que de la Fédération française, auprès de laquelle il était détaché par le ministère en tant que conseiller technique et sportif national, ce qui l'amènera à être CTR en Auvergne, puis en charge du Pôle France de Bordeaux pendant une douzaine d'années, avant une aventure de 2 ans comme head coach de l'équipe féminine de judo chinoise, aventure qui s'est terminée en septembre dernier et dont il va aujourd'hui nous faire l'amitié de partager avec nous les temps forts, de nous offrir les réflexions qui en sont nées et de nous faire profiter des leçons à en tirer. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que s'il pourra peut-être nous arriver au cours de ce mondo d'évoquer le régime politique chinois, ce sera pour parler du système en lui-même, de ses différences structurelles et d'organisation, de ses possibles et de ses contraintes en termes de judo, de conception et de développement de l'activité, et en aucun cas en termes idéologiques. Une dernière information, j'ai aussi appris, mais je tairai mes sources, que Jean-Pierre Millon, c'est aussi une certaine addiction au chocolat, laquelle peut s'avérer prétexte de savoureuses anecdotes qu'il nous contera peut-être. Donc Jean-Pierre, c'est à toi. Ah, on t'entend pas. Attends. Voilà, est-ce que là on m'entend? C'est correct? Oui, parfait. Oui, merci beaucoup Yves pour cette introduction. Bienvenue à tous. Je suis très heureux d'avoir l'opportunité de vous rapporter un petit peu ce qu'a été mon expérience durant 2 ans en Chine. Ça a été une expérience pour moi très enrichissante qui m'a permis de beaucoup me renforcer dans ma pratique et je suis content de pouvoir en parler et la relater ce soir face à vous tous. Voilà, il y a des visages que je connais, des gens que je connais moins bien, mais en tout cas, je suis très heureux de l'intérêt que ça peut présenter pour un grand nombre d'entre vous. Je vais démarrer, donc je pense que c'est un petit peu la coutume, mais j'ai comme support donc un PowerPoint qui vise à introduire un petit peu mes propos. Ce que je tenais simplement à dire par rapport à ce PowerPoint, c'est que pour moi, chaque image, chaque photo que je vous propose est caractéristique de certains propos que je vais tenir et qui permettent de les introduire et de les illustrer. Voilà, je vais lancer doucement mon document. Voilà, est-ce que le son est bon? C'est toujours OK pour le son? Oui, c'est bon pour le son. Par contre, on n'a pas ton document. Oui. Donc voilà, simplement une première diapositive qui rappelle un petit peu 2 symboles essentiels de la République populaire de Chine. C'est le drapeau, bien entendu, composé des étoiles, et puis la muraille de Chine, qui est l'emblème du pays et que chacun reconnaît assez facilement. Jean-Pierre, excuse-moi, je t'interromps. On Oui. ne voit pas ton écran. On ne Ah, voit pas ton PowerPoint. alors, attends, je reviens. Tu peux me répéter la manipulation donc pour le faire, puisque Donc, tout à l'heure. en bas, tu as écran partagé. Alors, oui, je reviens sur écran partagé. Oui. Ensuite, tu choisis la fenêtre qui est de l'application. Voilà, c'est en train de se mettre en place. Voilà. C'est OK pour vous? Oui, c'est parfait. Bon. Bon, je reviens un petit peu. La première diapositive que je vous propose, elle est la diapositive qui caractérise assez bien la République populaire de Chine, avec 2 symboles très, très importants pour les Chinois. Le drapeau, bien entendu, le drapeau national, et puis l'emblème qui fait que la Chine est connue de tous, c'est évidemment la muraille de Chine. La muraille de Chine qu'on a eu l'occasion avec l'équipe nationale de gravir à 2 occasions sur 2 espaces différents. Et c'est vraiment un élément gigantesque
qui est assez impressionnant et que j'ai été très heureux de pouvoir découvrir et dont j'ai pu profiter. Je vais enchaîner. Alors, voilà. Est-ce que là ça va, c'est OK? Oui. Voilà. La deuxième partie, le deuxième élément, donc sur mon diaporama, c'est simplement, mais Yves l'a assez bien rappelé et précisé, c'est mon parcours. J'ai commencé le judo, comme beaucoup d'entre nous, relativement jeune, dans un petit club en milieu rural avec un professeur qui s'appelait Monsieur Tarek, que certains connaissent, et qui m'a toujours accompagné dans mon parcours, qui m'a donné le goût du judo, du combat, de la compétition, de l'entraînement, et puis qui m'a fait aimer beaucoup l'activité. Voilà, j'en profite pour lui rendre hommage à cette occasion. Mon parcours, donc, il a été fait d'un parcours, je dirais, un peu traditionnel pour ceux qui s'orientent vers la compétition, avec le club, les sports-études, devenu ensuite des pôles France. Un parcours qui s'est matérialisé pour moi par différentes sélections dans les équipes nationales, chez les juniors, chez les seniors, sur le plan universitaire, sur le plan militaire. C'est ce que j'ai relaté un petit peu sur ce diapo. Avec, oui, quelques performances assez significatives dont je suis quand même assez fier, bien entendu, dans les différents championnats. Après, la deuxième partie de ma carrière dans le judo, elle s'est très rapidement orientée vers l'enseignement et vers l'entraînement. À partir de là, j'ai été enseignant dans un club, j'ai aussi entraîné des compétiteurs de ce club et puis j'ai eu l'opportunité de passer le concours de professeur de sport, donc du service et du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et j'ai pu avoir l'opportunité, sous la responsabilité de François Besson à l'époque, de pouvoir occuper un poste de conseiller technique régional, tout d'abord en région Auvergne, où je suis resté pratiquement une dizaine d'années. Euh, Ça a été pour moi une expérience formidable en Auvergne, on a su développer dans une région le judo qui n'avait au départ pas toutes les facilités du fait de la démographie et des moyens en présence. Donc, on a pu faire un travail essentiel qui s'est matérialisé et qui se manifeste aujourd'hui par exemple, l'Artenium de Serra, que tout le monde connaît, qui est un équipement ultra moderne pour la pratique du judo, l'organisation des compétitions. Et avec les équipes dirigeantes de l'époque, avec Pierre Ménant, qui en a été longtemps le président, on a beaucoup œuvré par rapport à ce projet. Et ça a été une très, très belle réalisation qui matérialise bien tout le travail qui a pu être fait et la réussite. Suite à ça, j'étais toujours très attiré par l'entraînement sportif et à un moment donné, dans ma carrière, je me suis dit, c'est peut-être le moment de se relancer, de se donner un nouvel élan. J'étais en charge de l'équipe nationale des moins de 17 à l'époque, des filles notamment. Dans cette équipe, il y avait chez les garçons comme chez les filles des éléments qu'on a vus dernièrement s'exprimer au Masters de Doha. Donc, j'étais très investi dans l'entraînement, passionné par l'entraînement sportif et j'ai donc souhaité prendre la responsabilité du pôle France de Bordeaux pour ce qui était de la coordination du pôle France et l'entraînement des jeunes athlètes qui étaient dans cette structure. J'ai donc fait à Bordeaux 12 années en tant que coordonnateur du pôle et entraîneur. C'est là aussi où j'ai pu échanger longuement avec Michel Brousse sur de nombreux points sur le judo, mais pas uniquement sur l'aspect sportif, sur l'aspect, je dirais, un peu plus large, un peu plus général, l'aspect de l'histoire du judo, de la compréhension un petit peu de son évolution et de son développement. J'ai eu aussi la chance d'avoir la responsabilité de l'équipe de France paralympique sur une saison sportive, juste avant mon départ pour la Chine. Et ça aussi, ça a été pour moi une expérience très, très enrichissante avec des gens dont le projet sportif dépasse l'aspect uniquement sportif, puisque c'est un projet de vie que mènent ces gens-là avec beaucoup de détermination, beaucoup de courage. Et ce sont des gens vraiment qui sont inspirants, des gens qui vous boostent pour vous faire avancer. Et ça a été pour moi aussi un très, très bon moment dans mon parcours de judoka. Voilà. À l'issue de toute cette période, donc j'ai été à peu près 25 ans cadre technique auprès de la Fédération française de judo. J'ai eu l'opportunité par un ami chinois que j'avais connu pendant ma carrière sportive, qui était un ancien professeur de l'université de Pékin et qui me systématiquement, tout le temps, me disait: Jean-Pierre, tu devrais en Chine, tu devrais venir en Chine. Bon. En 2018, il m'a renouvelé cette proposition. Mes enfants étaient grands, donc j'ai
j'ai pris la décision, avec une décision familiale et collégiale, de relever le challenge et de partir donc en Chine seul pour m'occuper de cette équipe nationale chinoise et de pouvoir travailler avec la fédération chinoise. Voilà un petit peu le parcours, mon parcours, le cheminement. Cette opportunité de pouvoir me rendre en Chine, elle correspondait aussi à une envie de découvrir autre chose, de voir une autre façon de concevoir, de pratiquer le judo et surtout de m'enrichir à titre personnel en découvrant une culture bien différente de la nôtre avec des gens tout aussi différents. Voilà, donc j'ai franchi le pas, j'y suis allé. Beaucoup pensaient que c'était très compliqué. Et en fin de compte, c'est une expérience pour moi qui a été une expérience heureuse, dont je suis vraiment revenu très, très satisfait parce que ça m'a relancé, ça m'a reboosté dans ma pratique de judo, ça m'a fait découvrir quelque chose de différent. Et ce que je tiens à dire par rapport à ça, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard, c'est que le judo ne se passe pas uniquement chez nous en France ou en Europe, mais le judo vit, le judo évolue. Le judo, si on en a l'opportunité de le vivre autrement, différemment, je pense qu'il ne faut pas hésiter à le faire parce que c'est vraiment une source d'enrichissement personnel sur notre activité et sur notre vie personnelle et professionnelle. Voilà, donc je me suis retrouvé en Chine, au Centre national olympique de Pékin. Ce Centre national olympique qui avait été érigé pour les Jeux qu'ont obtenu les Chinois en 2008. Alors pourquoi j'ai mis un petit peu d'histoire? Parce que je pense que dans l'histoire de la Chine et du judo en particulier, 2018 est vraiment une date clé. Lorsque les Chinois ont obtenu les Jeux, ils y ont consacré des moyens puisque c'est un pays qui n'est pas intéressé par les places d'honneur, mais c'est un pays qui est intéressé, comme beaucoup d'autres, mais encore plus peut-être là-bas, par la médaille d'or, par la victoire. Et donc, ils ont consacré énormément de moyens sur les Jeux olympiques, dans la préparation des athlètes, la formation des athlètes, dans les infrastructures, dans l'organisation aussi de la fédération. Ce qu'il faut savoir, c'est que en 2008, le sport en Chine était régi principalement par le comité olympique. Il n'y avait pas une fédération indépendante comme on peut avoir en France, qui date de plus de 50 ans. Là-bas, tout était dirigé par le comité olympique via, bien sûr, l'État chinois. Donc ça, c'était quelque chose d'important. Ça s'est concrétisé quand même à Pékin par la meilleure performance jamais réalisée par les Chinois, puisqu'ils ont conquis 3 médailles d'or chez les féminines et une médaille de bronze. Donc, ça a été un succès pour eux assez considérable et ça a été vraiment un tournant dans l'histoire de l'activité du judo, puisque ça a permis de populariser aussi le judo, parce qu'historiquement, le judo n'est pas une discipline très pratiquée en Chine. On a tous à l'esprit les arts martiaux chinois, des disciplines qui existent, qui sont très traditionnelles, le tai chi, le kung fu, le wushu, mais le judo n'était pas forcément très populaire et ça a permis quand même de faire connaître l'activité et de la développer. Voilà, ça a été très, très important. Après, la deuxième diapositive que j'ai mis et qui symbolise aussi cette réussite, c'est une petite vidéo. Je vais vous la passer, puis je la commenterai à peu près. Voilà. Double Olympic champion for the 32-year-old brother, Chen Dongmai. Voilà, donc cette petite vidéo, elle a une histoire particulière. La première, c'est que cette personne, cette jeune femme, a été 2 fois championne olympique, donc en 2004 et en 2008. Et ce qui aussi, pour le judo chinois, reste un événement considérable puisque ça n'a jamais été réédité. Et cette jeune personne, ça a été ma présidente pendant 2 ans, pendant les 2 ans où j'ai séjourné en Chine. Donc voilà, c'était elle qui avait été nommée à la tête de la fédération. Là encore, sur l'aspect historique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après 2016, les Chinois ont décidé de créer des fédérations autonomes, que les fédérations ne soient plus sous le couvert du comité olympique, mais que chaque fédération ait une entité juridique, sous forme associative, on peut dire, que chaque fois cette fédération donc créée est la charge de son développement et de son organisation. Et Xian Dongmei, donc, qui a été 2 fois championne olympique, a été la première présidente de la Fédération chinoise de judo. C'est une personne avec qui j'ai pu beaucoup échanger.
Il y avait le barrage de la langue, mais j'avais un interprète, mais c'est quelqu'un qui m'a aussi beaucoup soutenu durant toute la période sur laquelle j'étais en Chine. Voilà. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié en particulier. Donc, elle est devenue la première présidente. Ce n'est pas une mince responsabilité. Je peux vous dire que dans un pays tel que la Chine, vu l'immensité du pays, la puissance du pays, la démographie du pays, c'est une sacrée responsabilité. Et pour une femme, je vous garantis que ça n'était pas non plus forcément évident au départ. Voilà, c'est une grande personne avec qui j'ai beaucoup apprécié de travailler. Voilà un petit peu pour l'aspect historique et puis pour l'organisation chinoise. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la Chine, c'est des provinces très puissantes, très importantes, et que dans toute l'organisation du judo, même si il y a une unité, il faut savoir que chaque province reste souveraine et peut à un moment ou à un autre décider de contribuer, de participer ou pas à l'organisation générale du judo. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir ensuite. Voilà. Alors ensuite, les 2 diapositives que j'ai mises sont là pour illustrer un peu ce qu'a été ma mission en Chine. Ma mission, elle était principalement articulée autour de 2 axes. Le premier axe était bien sûr l'entraînement, la préparation de l'équipe féminine olympique. Alors quand je dis la préparation, c'était au sens large, c'était aussi bien sur les aspects purement judo que la préparation physique et l'organisation. Et puis le deuxième volet de ma responsabilité dans ma mission, c'était surtout aussi de suivre 2 catégories, la catégorie notamment des moins de 78 kg et la catégorie des plus de 78 kg. Alors pour votre information, il faut savoir qu'en Chine, s'il y a une catégorie qui mérite d'être suivie et qui fait vraiment l'unanimité, ce sont les féminines plus de 78 kg. Elle représente un petit peu ce qu'au Japon pourrait représenter le vainqueur du Sennion, celui qui gagnerait le toute catégorie. Voilà, en Chine, s'il y a une catégorie qui génère toutes les énergies, le focus, c'est vraiment les plus de 78 kilos. La jeune fille qu'on voit sur la diapositive de gauche, c'est Yu Song. Donc, c'est une jeune fille qui a été 2 fois championne du monde, qui a été 3e aux derniers Jeux Olympiques à Rio et sur laquelle la Chine fondait beaucoup, beaucoup d'espoir. Elle s'est beaucoup entraînée, elle a beaucoup travaillé, elle a décidé de devenir mère, donc elle a eu un petit bébé. Elle reprend, je ne sais pas si elle sera prête forcément pour les Jeux de Tokyo. Le report, en tout cas, pour elle, a été un avantage. Ça lui a permis de se régénérer physiquement et ça lui a permis aussi voilà, de repartir sur un cycle nouveau, donc à voir. Et sur cette photo, ce qu'il y a de caractéristique aussi que je voulais souligner, c'est une des caractéristiques de l'organisation du judo chinois, c'est que les personnes que l'on voit à côté, la jeune fille qui est là, les 2 garçons qui sont sur le bord et la personne au centre qui est son mari et son entraîneur d'ailleurs, les autres sont des partenaires attitrés à Yusong en permanence. C'est-à-dire que ce sont des sparring partners, comme on pourrait dire en boxe, qui sont toujours là, qui sont disponibles pour elle et uniquement pour elle, qui font toutes les séances avec elle en permanence, avec des profils un petit peu différents. Hein, donc, il y a une féminine qui est très forte aussi, que l'on voit ici, qui a fait pas mal de tournois avec nous à l'étranger, qui s'est souvent classée, qui est une fille qui pourrait jouer sa carte à titre individuel, mais à un moment donné, on lui a confié la responsabilité d'être partenaire et elle l'assume, je dirais, un petit peu au détriment de sa carrière individuelle et personnelle. La deuxième photo que j'ai mise, c'est une illustration donc, de l'équipe nationale lors d'un stage en Corée, puisque la Chine, et il faut le savoir quand même, la Chine a beaucoup d'échanges avec la Corée, avec la Mongolie notamment, avec des pays d'Asie, un petit peu avec le Japon, mais pas énormément, parce qu'il y a un différent historique et culturel entre la Chine et le Japon qui est toujours très présent. Voilà, donc je voulais parler un petit peu de l'équipe nationale, puisque moi, quand je suis arrivé, j'ai essayé rapidement de faire un petit diagnostic, un petit peu de l'équipe nationale, de son niveau. Alors, sans rentrer dans trop de détails, qu'est-ce que j'ai pu constater assez rapidement, c'est qu'en Chine, et malheureusement parfois pour les athlètes et le judo chinois, il y a une mauvaise maîtrise des fondamentaux du judo, des habiletés techniques, des déplacements, des postures, des saisies. Il y a des fondamentaux qui ne sont pas acquis, qui ne sont pas suffisamment solides. Et derrière, il est difficile de faire progresser les athlètes. Ça, c'était un des premiers points.
Un autre point, c'est qu'on n'entraîne pas les athlètes en Chine avec une approche qui soit aussi centrée parfois sur les aspects tactiques, sur la stratégie de combat, sur la gestion de ses propres ressources, sur une journée de compétition, sur un combat, sur 2 combats, 3 combats, 4 combats. Donc, c'est un des points aussi que j'ai constaté. J'ai constaté très peu de travail, notamment sur le kumikata avec l'usage de la manche. Il y a beaucoup de luttes traditionnelles en Chine qui travaillent avec des judogi sans manche et les gens cherchent toujours à saisir les revers. Donc ça, c'était une des caractéristiques du judo chinois. Il y avait aussi dans l'équipe nationale peu de travail dans la liaison de boussole. Il y avait aussi peu de travail au sol. Donc c'est un peu le constat que j'ai fait assez rapidement sur l'équipe nationale. Et je vais ensuite vous expliquer comment j'ai essayé d'y remédier. Par contre, ce qui avait de très positif, c'est que ce sont des gens très engagés dans l'activité, des gens qui ont une capacité d'entraînement incroyable, considérable, des gens qui sont très, très durs au mal, avec notamment des filles qui ne laissent jamais transposer leurs émotions. C'est des filles qui encaissent une charge de travail. On pouvait être, un peu moins quand j'y étais, mais on pouvait être sur des périodes avec 4 séances d'entraînement par jour, sur 6 jours par semaine, pour vous donner un ordre d'idée, par exemple. Donc, c'est des gens extrêmement disciplinés, courageux, engagés, qui ne reculent jamais, qui ne renoncent jamais. Voilà, et ça a été pour moi, là aussi, un plaisir de travailler avec ces personnes en essayant de leur apporter quelque chose d'un petit peu différent. Voilà pour ce qui concerne l'équipe nationale et en particulier l'équipe féminine. Alors concernant mon action, voilà, moi rapidement, je m'étais recentré un petit peu sur 5 points qui me semblaient essentiels. Il fallait à tout prix revenir un petit peu sur le travail des habiletés techniques, retravailler sur le renforcement des fondamentaux du judo qui était important. On leur apprenait beaucoup à se battre, on leur apprenait beaucoup à s'engager, mais ça manquait quand même de structuration et d'organisation. Donc ça a été pour moi un axe important de travail et de développement, donc, ainsi que le développement technique sur les bases du judo, hein, sur la mécanique de l'attaque, sur les différentes formes d'attaque. Je ne vais pas trop m'étendre, mais voilà, c'était un des points sur lequel j'ai beaucoup insisté auprès des athlètes chinoises. La deuxième chose, c'était l'individualisation, l'optimisation de leur système d'attaque. Pourquoi? Parce que certains avec des caractéristiques particulières, j'avais des filles très endurantes, d'autres qui étaient vraiment très très fortes avec des performances en force pure assez exceptionnelles. Mais bien souvent, leur système d'attaque, leur organisation dans la compétition n'était pas structurée par rapport à leur qualité. Donc mon but, c'était de leur faire prendre conscience de leur qualité et d'essayer de corréler un peu leur système d'attaque, leur judo, en fin de compte, à leur propre qualité. Ça, c'était important. Le troisième point, bien entendu, j'ai essayé avec elle d'avoir une approche stratégique en fonction de l'adversaire, mais pas uniquement. Je m'appuyais sur 5 points. Bien sûr, la prise en compte des caractéristiques de l'opposant, mais aussi sur la gestion de l'espace, la gestion du temps, l'utilisation de la règle. J'ai essayé d'utiliser tous ces points-là pour leur faire comprendre qu'un combat, ça se préparait, ça se construisait, qu'il fallait avoir un fil conducteur pour pouvoir être efficace et gagner dans des situations parfois difficiles. La gestion de combat, c'était aussi un point important, c'est-à-dire être capable de rester concentré, d'analyser la situation et de savoir si à un moment donné, il était nécessaire de revoir un peu son organisation ou de savoir gérer le temps. Par exemple, j'ai séquencé beaucoup de combats avec des filles sur l'alternance de séquences de 30 ou 40 secondes ou 1 minute avec des temps forts, des temps d'activité, des temps de contrôle et ainsi de suite. Après, un autre point important pour moi, c'était de mieux maîtriser la charge d'entraînement parce que, comme je vous l'ai dit, ce que j'ai pu voir en Chine, ce que vous avez pu voir au travers des fois de différents reportages sur la gymnastique ou d'autres activités, ce sont des gens qui travaillent énormément. C'est des gens qui travaillent tous les jours et toute l'année. Il y a très peu de… Moi, en 2 ans là-bas, j'ai dû avoir 4 jours de repos complet sans activité. On s'entraîne tout le temps. Donc, il est important quand même de bien organiser un petit peu la charge d'entraînement parce qu'on peut très vite basculer dans le surentraînement, ce qui a été le cas parfois, et ce qui a surtout généré beaucoup de blessures et des blessures chroniques. J'avais beaucoup d'athlètes qui avaient des blessures récidivantes et des blessures mal soignées que la charge d'entraînement, la permanence de l'entraînement ne permettait pas de solutionner. Donc moi, ma volonté, ça a été de réduire ces blessures pour pouvoir, à un moment donné, permettre aux gens de véritablement progresser.
Voilà, et puis le dernier point, quand je parle sur la préparation mentale, alors moi je ne suis pas un spécialiste de la préparation mentale, c'était beaucoup travailler surtout sur la capacité d'activation avant le combat, la capacité à se concentrer durant un combat, avant un combat, mais aussi durant l'entraînement. C'est-à-dire que sur les séances d'entraînement que je leur proposais, être capable d'identifier quels étaient les moments les plus importants sur lesquels il fallait produire le plus d'efforts. Moi, j'ai vu beaucoup en Chine des athlètes et des athlètes vraiment de très haut niveau, des filles qui ont gagné des médailles d'or aux Jeux d'Asie, par exemple, complètement se cramer, passez-moi l'expression, mais sur l'échauffement. Et puis à un moment donné, quand on était vraiment sur la séance de randonnée ou sur un travail technique assez fin, ne plus avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir vraiment tirer profit de cette situation. Donc, elle devait être capable, par rapport à cela, d'identifier vraiment quels étaient les moments clés des séances, des cycles de la semaine pour pouvoir augmenter un petit peu leur efficience et leur efficacité. Voilà, moi, je me suis beaucoup appuyé sur ces points principaux. Après, il y avait d'autres choses, bien entendu, mais voilà, mon intervention, elle s'est beaucoup centrée autour de ces points-là.